Pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee. Merci. L'appel de Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft. Première partie. L'horreur d'argile. Document retrouvé parmi les papiers de feu Francis Wayland Thurston de Boston. D'être de force aussi incroyable, il n'est pas impossible qu'il y ait une survivance d'une époque si incroyablement reculée que la conscience ne s'y manifestait peut-être pas autrement qu'au travers d'espèces et d'entités disparues bien avant que ne déferle la marée humaine, entités dont seule la poésie et les légendes ont su perpétuer le souvenir fugace en les appelant dieux, monstres et créatures mythiques d'une sorte ou d'une autre. Algernon Blackwood. 1. L'horreur d'argile. La chose la plus miséricordieuse qui soit au monde est bien, je crois, l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout ce qu'il contient. Nous vivons sur un paisible îlot d'ignorance, perdu au milieu de noirs océans d'infini, au large desquels nous n'avons jamais été destinés à naviguer. Les sciences, chacune tendue vers son propre objectif, nous ont jusqu'à présent relativement épargnés, mais un jour viendra où le rapprochement de toutes ces connaissances éparses nous ouvrira des perspectives si terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons, que cette révélation nous rendra fous ou nous fera fuir la lumière mortelle pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de ténèbres. Les théosophes ont eu l'intuition de l'envergure stupéfiante du cycle cosmique au sein duquel notre monde et la race humaine ne sont guère plus que des incidents transitoires. Ils ont fait allusion à d'étranges survivances en des termes qui nous glaceraient le sang s'ils n'étaient pas maquillés par un optimisme bien fade. Mais ce n'est pas à eux que je dois l'unique vision fugitive de ces ères interdites qui me fait frissonner quand j'y pense et me rend fou quand j'en rêve. Cette brève vision, comme tous les redoutables aperçus de la vérité, a jailli du rapprochement fortuit de divers éléments, dans le cas présent, un vieil article de journal et les notes d'un universitaire défunt. J'espère que plus jamais personne n'effectuera semblable rapprochement, et il est certain que, si je vis, ce ne sera certainement pas moi qui ajouterai un nouveau maillon à une chaîne aussi hideuse. Je pense que le professeur souhaitait également ne pas ébruiter ce qu'il savait, et qu'il aurait détruit ses notes si la mort ne l'avait emporté de manière aussi brutale. Je pris connaissance de cette affaire au cours de l'hiver 1926-1927, suite au décès de mon grand-oncle George Gamel Angel, professeur émérite de langue sémitique à Brown University, à Providence, dans le Rhode Island. Le professeur Angel était une sommité mondiale en matière d'inscriptions anciennes, et les conservateurs des plus grands musées avaient souvent eu recours à ses services, si bien que beaucoup se souviennent de sa disparition à l'âge de 92 ans. Sur le plan local, on s'y intéressa d'autant plus que les circonstances de sa mort étaient fort obscures. Le professeur avait été victime d'une agression alors qu'il revenait du ferry Newport Providence. À en croire les témoins, il avait fait une mauvaise chute après avoir été bousculé par un nègre aux allures de marin qui avait déboulé d'une de ces étranges et sombres cours qui s'ouvrent sur le flanc abrupt de la colline et constituent un raccourci pour se rendre des quais jusque chez le professeur dans William Street. Les médecins ne découvrirent aucune lésion apparente, mais conclurent, après force délibérations embarrassées, qu'une mystérieuse défaillance cardiaque causée par l'ascension à vive allure d'une colline aussi escarpée par un homme aussi âgé avait entraîné la mort de ce dernier. À cette époque,
Je n'avais aucune raison de ne pas me ranger à cette opinion, mais depuis quelque temps, je commence à m'interroger, pour dire le moins. En tant qu'héritier et exécuteur testamentaire de mon grand-oncle, mort veuf et sans enfant, il m'incombait de classer ses papiers et d'y mettre un semblant d'ordre. Aussi fis-je venir chez moi, à Boston, l'ensemble de ses archives et dossiers. La plupart des documents que j'ai triés seront bientôt publiés par l'American Archaeological Society, à l'exception du contenu d'une boîte que je trouvais fort troublant et que je n'étais absolument pas disposé à montrer à qui que ce soit. Cette boîte avait été fermée à double tour, et nul n'en avait jamais retrouvé la clé jusqu'au jour où j'avais eu l'idée d'examiner le propre trousseau du professeur qu'il gardait toujours dans sa poche. Alors, seulement, réussis-je à ouvrir la mystérieuse boîte. Mais ce ne fut que pour mieux me heurter à une autre barrière, plus formidable encore et mieux fermée que la précédente. Que pouvait bien signifier en effet l'étrange bas-relief d'argile ainsi que les notes, commentaires et coupures de presse tout aussi incohérents les uns que les autres que j'y découvris? Mon oncle, au cours de ces dernières années, avait-il apporté crédit aux plus grossières supercheries? Je décidai de retrouver le sculpteur excentrique qui semblait avoir perturbé la tranquillité d'esprit du vieil homme. Le bas-relief, un rectangle grossier de 5 pouces sur 6 de surface pour un peu moins d'1 pouce d'épaisseur, était manifestement de facture contemporaine. En revanche, ses motifs, l'atmosphère qu'il dégageait et ce qu'il paraissait représenter étaient loin d'être modernes. Car si les caprices du cubisme et du futurisme pullulent de manière affolante, il est rare qu'ils reproduisent ces mystérieux tracés réguliers dissimulés au sein des écrits préhistoriques. Or, ces dessins semblaient bien relever d'un tel genre d'écriture. Cela dit, bien qu'étant très familiarisé avec les papiers et les collections de mon oncle, je ne pus absolument pas identifier ce type d'écriture en particulier, ni même me mettre sur la piste de ses plus lointaines affiliations. Au-dessus de ces étranges hiéroglyphes, on pouvait voir une effigie à caractère manifestement illustratif, mais dont l'exécution impressionniste interdisait que l'on se fît une idée précise de sa nature. On aurait dit une sorte de monstre, ou de symbole représentant un monstre, d'une forme telle que seul un esprit malade avait pu la concevoir. Dire que mon imagination quelque peu débridée finit par y trouver tout à la fois la représentation d'une pieuvre, d'un dragon et d'une caricature d'être humain ne serait pas trahir l'esprit de la chose. Une tête pulpeuse et tentaculaire surmontait un grotesque corps écailleux doté d'ailes rudimentaires. Mais c'était surtout l'aspect général de la chose qui la rendait si effroyablement repoussante. À l'arrière-plan de l'effigie, on apercevait vaguement toutes sortes de monuments cyclopéens. À l'exception d'un paquet de coupures de presse, les textes qui accompagnaient ce curieux bas-relief avaient tous été récemment rédigés de la main même du professeur Angel et n'avaient aucune prétention stylistique ou littéraire, ce qui, apparemment, constituait le principal document, était intitulé « Culte de Cthulhu », titre que l'on avait pris la peine de tracer en gros caractères afin d'éviter toute erreur de lecture sur un mot si nouveau. Le manuscrit était divisé en 2 parties, dont la première était intitulée « 1926, rêves et œuvres d'après rêves de H. A. Wilcox, 7 Thomas Street, Providence, Rhode Island » et la seconde, « Récit de l'inspecteur John R. Legrasse, 121 Bienville Street, la Nouvelle-Orléans, Louisiane, lors de la conférence de l'AAS en 1908. Note sur le dit récit et témoignage du professeur Webb. » Le reste des documents manuscrits se composait de plusieurs brèves notes, telles que compte-rendu des rêves bizarres de diverses personnes, citations tirées de livres et de revues de théosophie, notamment l'histoire de l'Atlantide précédée de la Lémurie perdue, de W. Scott Elliott,
Ou bien, encore, commentaires sur d'antiques sociétés secrètes et cultes clandestins, avec des renvois à certains ouvrages de référence sur la mythologie et l'anthropologie, comme Le Rameau d'or de Frazier ou Les Sabbates de sorcières en Europe occidentale de Mademoiselle Murray. Les coupures de presse faisaient la part belle aux cas aigus de maladies mentales, ainsi qu'aux épidémies de psychose et de folie collective constatées au printemps de l'année 1925. La première moitié du manuscrit principal racontait une histoire des plus singulières, à savoir que, le 1er mars 1925, un jeune homme maigre, brun, probablement névrosé et certainement très agité, était venu trouver le professeur Angel avec, sous le bras, le curieux bas-relief dont l'argile encore fraîche ruisselait d'humidité. Après qu'il eut produit sa carte de visite, au nom de Henry Anthony Wilcox, mon oncle le reconnut comme étant le plus jeune fils d'une excellente famille avec laquelle il entretenait quelques relations et qui s'était mis récemment à étudier la sculpture à la Rhode Island School of Design et vivait seul aux Fleurs de Lys, une résidence sise non loin de cet établissement. Wilcox était un jeune prodige, dont le génie le disputait à l'excentricité et qui avait, dès sa plus tendre enfance, attiré l'attention sur lui à cause de sa propension à raconter toutes sortes d'histoires étranges et de rêves bizarres. Il se présentait lui-même comme psychiquement hypersensible, mais les bons bourgeois de cette vieille cité commerçante ne voyaient en lui qu'un excentrique. Comme il ne frayait guère avec les gens de son milieu, il avait fini par sortir du champ social et n'était plus connu que par une poignée d'esthètes originaires d'autres villes. Même le Providence Art Club, par crainte d'être jugé d'avant-garde, l'avait qualifié de cas désespéré. À l'occasion de cette visite, poursuivait le manuscrit du professeur, le sculpteur avait brusquement mis à l'épreuve les connaissances archéologiques de son hôte en le suppliant d'identifier les hiéroglyphes du bas-relief, et cela sur un ton à la fois si lunatique et guindé qu'il suggérait l'affectation et lui aliénait toute sympathie. Aussi, mon oncle lui avait-il répondu de manière plutôt sèche que la fraîcheur manifeste de la tablette l'apparentait à tout, sauf à l'archéologie. La réplique du jeune Wilcox, qui avait suffisamment impressionné mon oncle pour qu'il s'en souvînt et la reproduisit verbatim, avait été proférée sur le même mode fantastico-poétique que, probablement, l'ensemble de son discours, un phrasé dont je me suis aperçu depuis qu'il était indissociable du personnage. Il avait dit « Elle est récente, en effet, car je l'ai sculptée la nuit dernière en rêvant d'étranges cités. Mais les rêves sont plus anciens que Tyr la mélancolique, ou que le Sphinx contemplatif, ou que la Babylone ceinturée de jardins. » Il avait alors entamé ce récit décousu qui avait brusquement fait ressurgir quelques souvenirs profondément enfuis chez mon oncle et poussé celui-ci à l'écouter avec un intérêt fébrile. La nuit précédente, la Nouvelle-Angleterre avait été frappée par un tremblement de terre qui, bien que de faible magnitude, n'en était pas moins le plus important enregistré depuis plusieurs années, et l'imagination de Wilcox en avait été vivement affectée. Après être allé se coucher, il avait fait un rêve comme jamais il n'en avait fait auparavant, au cours duquel il avait vu d'immenses cités cyclopéennes constituées de blocs de pierre titanesques et de monolithes s'élançant à l'assaut des cieux, tous exudant un limon verdâtre et hantés par 1000 horreurs aux aguets. Murailles et colonnes étaient recouvertes de hiéroglyphes, et de quelques gouffres secrets sourdait une voix qui n'était pas une voix, mais plutôt une sensation chaotique que seule l'imagination pouvait traduire en son, et que Wilcox s'efforça de restituer par cet embrouillamini de lettres presque imprononçables. Cthulhu Ftagn. Cette suite de mots ouvrit la porte aux souvenirs qui devaient tellement exciter et troubler le professeur Angel. Il interrogea le sculpteur avec une rigueur on ne peut plus scientifique, puis s'absorba fiévreusement dans l'étude du bas-relief, auquel le jeune homme avait eu la surprise de se retrouver en train de travailler à son réveil, transi de froid et en chemise de nuit, sans comprendre ce qui lui arrivait. Wilcox déclara par la suite que mon oncle avait imputé à son propre grand âge sa lenteur à reconnaître aussi bien les hiéroglyphes que l'effigie sculptée. Nombre de ces questions parurent fort déplacées à son visiteur, notamment celles cherchant à associer ce dernier à diverses sociétés secrètes ou cultes étranges.
et Wilcox ne comprenait rien aux promesses de silence répétées que lui faisait le professeur en échange de son aveu d'appartenance à il ne savait quelle communauté mystique ou païenne tentaculaire. Lorsque le professeur Angel acquit la certitude que le sculpteur était totalement ignare en matière de croyances ou de sociétés occultes, il supplia son visiteur de venir lui raconter ses prochains rêves. Cette proposition s'avéra des plus fructueuses, car après ce premier entretien, le manuscrit mentionne les visites quotidiennes du jeune homme, durant lesquelles il décrivait de stupéfiants fragments de visions nocturnes, portant toujours sur quelques terrifiants paysages cyclopéens constitués de pierres sombres et ruisselantes, d'où sourdait une voix ou intelligence souterraine dont les hurlements monocordes convoyaient de mystérieuses ondes télépathiques impossibles à retranscrire autrement que par du charabia. Les deux sonorités qui revenaient le plus souvent étaient celles rendues par les lettres Cthulhu et Chleyei. Le 23 mars, ajoutait le manuscrit, Wilcox ne se présenta pas au rendez-vous. Renseignement pris à son domicile, il s'avéra qu'après avoir été frappé par une fièvre étrange, il avait dû être transporté dans sa famille sous Waterman Street. Il s'était mis à hurler dans la nuit, réveillant plusieurs autres artistes de sa résidence, et avait depuis lors alterné entre inconscience et délire. Mon oncle avait aussitôt appelé la famille de Wilcox, et avait ensuite scrupuleusement suivi l'évolution de la situation, se rendant souvent sur Thayer Street au cabinet du docteur Toby, qui, avait-il appris, suivait le patient. Apparemment, l'esprit enfiévré du jeune homme était en proie à d'étranges visions que le docteur n'évoquait jamais sans frissonner. Ces visions ne se contentaient pas de reprendre ses rêves précédents, mais revenaient de façon maladive sur une créature gigantesque, haute de plusieurs miles, qui marchait ou se traînait à pas lourds et pesants. Wilcox n'avait jamais décrit cette chose en détail, mais certaines des paroles qu'il avait prononcées dans son délire et que le docteur Toby devait répéter au professeur Angel convainquirent ce dernier qu'il s'agissait très probablement de la monstruosité sans nom que le jeune homme avait essayé de sculpter en rêve. Toute allusion à cette chose, ajoutait le docteur, était invariablement suivie chez lui d'une rechute léthargique. Bizarrement, sa température n'était guère supérieure à la normale. Par ailleurs, son état général trahissait plutôt une bonne fièvre qu'un trouble mental. Le 2 avril, vers 3 heures de l'après-midi, Wilcox ne présenta soudain plus aucune trace de sa maladie. Il se redressa dans son lit, tout étonné de se retrouver chez ses parents et sans la moindre idée de ce qui s'était passé, en rêve ou dans la réalité, depuis la nuit du 22 mars. Déclaré rétabli par son médecin, il retourna chez lui 3 jours plus tard, mais ne put plus apporter sa contribution aux travaux du professeur Angel. Toute trace de rêve étrange ayant disparu au moment où il se rétablissait, mon oncle cessa d'enregistrer ses rêveries nocturnes au bout d'une semaine de vains et insignifiants comptes rendus de visions tout à fait ordinaires. La première partie du manuscrit s'interrompait ici, mais plusieurs références à la montagne de notes accumulées par mon oncle me plongèrent dans de tels abîmes de réflexion que, à vrai dire, seul le scepticisme invétéré qui faisait office chez moi de philosophie permettait d'expliquer ma défiance persistante à l'égard de l'artiste. Les notes en question décrivaient les rêves de diverses personnes pendant la période où le jeune Wilcox avait eu ces étranges apparitions. Mon oncle avait, semblait-il, très vite monté un réseau d'informateurs aux ramifications prodigieusement étendues, auprès de presque tous ceux de ses amis qu'il pouvait interroger sans passer pour un impertinent, leur demandant de lui rapporter les rêves qu'il faisait chaque nuit, en précisant la date de toutes les visions marquantes qu'ils avaient eues récemment. Sa requête paraissait avoir été diversement accueillie, ce qui ne l'empêcha pas de recevoir infiniment plus de réponses qu'un homme ordinaire ne pouvait en examiner sans secrétaire. Les originaux de cette correspondance n'avaient pas été conservés, mais les notes de mon oncle en donnaient un résumé des plus complets et des plus intéressants. Dans l'ensemble, les personnalités de la haute société et du monde des affaires, le traditionnel sel de la terre de la Nouvelle-Angleterre, avaient fourni un résultat presque totalement négatif, même si quelques cas épars d'impressions nocturnes
aussi floue qu'éprouvante, s'était manifestée ici ou là, toujours entre le 23 mars et le 2 avril, période du délire du jeune Wilcox. Les scientifiques n'avaient guère été plus affectés, bien que dans 4 cas, de vagues descriptions suggérassent de fulgurantes visions d'étranges paysages et qu'un autre cas mentionna redouter quelque chose d'anormal. Ce furent des artistes et des poètes que vinrent les réponses les plus pertinentes. Et je sais quelle vague de panique elles n'auraient pas manqué de déclencher s'ils avaient pu comparer leurs témoignages. Mais à ce moment-là, et faute de pouvoir consulter les originaux de leurs lettres, je soupçonnais à moitié leur compilateur d'avoir orienté ces questions ou de n'avoir retenu de cette correspondance que les éléments venant étayer ce qu'il avait, sciemment ou non, envie d'y trouver. Aussi demeurais-je persuadé que Wilcox, après avoir pris connaissance, je ne sais comment, des anciens témoignages que mon oncle avait en sa possession, s'était joué du vieux scientifique. Les réponses données par ces esthètes racontaient une histoire fort troublante. Du 28 février au 2 avril, beaucoup d'entre eux avaient fait des rêves très bizarres dont l'intensité croissait de manière exponentielle à mesure qu'approchait la période de délire du sculpteur. Plus d'un quart des artistes qui avaient envoyé un compte-rendu rapportaient avoir entendu des ondes sonores et contemplé des paysages proches de ceux décrits par Wilcox. Et certains de ces rêveurs reconnurent avoir éprouvé une terreur intense envers la gigantesque chose innommable qui leur était apparue vers la fin. L'une des notes décrivait en détail un cas particulièrement triste. Le sujet, un célèbre architecte féru de théosophie et d'occultisme, avait violemment basculé dans la folie le jour même de la crise du jeune Wilcox et avait rendu l'âme quelques mois plus tard, après n'avoir cessé de réclamer en hurlant qu'on le sauve de quelque créature infernale. Si mon oncle s'était servi de noms pour référencer ces différents cas, plutôt que de les numéroter plus ou moins, j'aurais pu me livrer à diverses vérifications et entreprendre ma propre petite enquête. Mais avec le peu d'éléments dont je disposais, je n'ai réussi à en retrouver qu'un tout petit nombre. Ceux-ci, cependant, confirmèrent tous sans exception, et dans le moindre détail, les notes du professeur. Je me suis souvent demandé si les sujets interrogés par mon oncle avaient tous été aussi troublés que cette poignée d'individus. Il est préférable pour eux qu'ils ne connaissent jamais le fin mot de cette histoire. Les coupures de journaux, comme je l'ai laissé entendre, avaient trait à des cas de panique, de phobie ou d'excentricité s'étant produits au cours de la période concernée. Le professeur Angel avait sans nul doute eu recours à une agence de presse car il avait accumulé une quantité stupéfiante d'extraits provenant de sources éparpillées aux 4 coins du monde. Ici, un suicide nocturne à Londres, où un dormeur solitaire s'était jeté par la fenêtre après avoir poussé un cri épouvantable. Là, une lettre incohérente adressée au rédacteur en chef d'un journal sud-américain, où un fou furieux déduisait de ses visions que l'avenir serait sombre. Une dépêche de Californie brossait le portrait d'une secte de théosophes, dont tous les membres revêtaient des robes blanches pour quelque glorieux accomplissement qui ne se produisit jamais, tandis que des entrefilés de journaux indiens évoquaient à mots couverts de sérieux troubles chez les indigènes vers la fin du mois de mars. De plus en plus de cas d'orgie vaudou étaient signalés en Haïti, tandis que plusieurs avant-postes africains rapportaient d'inquiétantes rumeurs. À peu près au même moment, aux Philippines, les autorités américaines avaient fort à faire avec certaines tribus, tandis que des policiers new-yorkais étaient pris à partie par une foule de levantins hystériques au cours de la nuit du 22 au 23 mars. L'ouest de l'Irlande n'était pas en reste et fourmillait de rumeurs et de légendes extravagantes. Enfin, à Paris, un peintre fantastique nommé Ardois Bonneau exposait au salon de printemps 1926 un paysage de rêve blasphématoire. Si nombreux étaient les problèmes constatés dans les asiles de fous que seul un miracle empêcha, certainement, la communauté médicale d'établir d'étranges parallèles et d'en tirer de stupéfiantes conclusions. Bref, une curieuse collection de coupures de presse, et à la lumière des événements actuels, je m'explique mal le rationalisme aveugle avec lequel je les écartais, sauf que j'avais alors la conviction que le jeune Wilcox avait eu connaissance de ces autres cas plus anciens mentionnés par le professeur. C'était
L'appel de Cthulhu d'Howard Phillips Lovecraft. 1. L'horreur d'argile. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.